Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Walkman, le podcast musical d'Ugop Radio. C'est Noémie derrière le micro et aujourd'hui on reçoit l'artiste Yadam Andrés Guevara et Jean-Michel Aubry, Journée, son manager. Ariane qui est aussi autour de la table animera avec moi cette émission. Tout le monde va bien ? Super. Parfait, parce que beaucoup de choses nous attendent. On va écouter Jean-Michel dans une première interview, puis Yadam répondra à mes questions. Adèle passera faire sa chronique musicale et on terminera l'émission en légèreté avec un blind test. Le tout ponctué par les lives de Yadam et on commence tout de suite en musique avec ton premier titre. Tu peux aller t'installer. Est-ce que tu peux nous présenter un peu la musique que tu vas interpréter avant qu'on lance ? Cette première chanson s'appelle Ojalá, c'est mon dernier single. Et Ojalá, ça veut dire comme Inch'Allah ou j'espère. Donc j'espère qu'elle va vous plaire. On écoute ça tout de suite. No tengo palabras, no hay explicación. Sé que te he herido, te doy la razón. No olvides todo, todo fue real. No me dejes solo y no sé si me perdonarás. Y no sé si aún me amarás. Ojalá. Ojalá. Confía en mí de nuevo, ya no huyas más. Sé que te he herido y no sé cómo sanarás. Nada es imposible. Déjame intentar, no me lo merezco, pero te quiero cuidar y no sé si me perdonarás. Oh no, y no sé si no sé si aún me amarás. Ojalá. Ojalá. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce très joli live. Donc c'est un titre, alors nous à l'heure actuelle, on est le 12 avril quand on enregistre ce podcast. Donc il sort dans 2 jours pour nous.
Pour ceux qui écoutent, il sera déjà sorti depuis quelques temps, donc on aura l'occasion d'en parler pendant ton interview un peu plus en profondeur. Mais en tout cas, c'était très beau, merci beaucoup. Et du coup, juste avant de passer à ton interview, Jean-Michel, on va écouter l'une de tes musiques préférées, La plus belle des maisons de Pierre Lapointe. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce morceau ? Alors, Pierre Lapointe, c'est un artiste québécois gay qui parle, un peu comme Yadam, dans ses chansons, de rupture amoureuse, d'espoir. Et ça, c'est un des morceaux les plus touchants de sa discographie. Et c'est un album que j'ai eu la chance de faire avec lui il y a quelques années. Et c'est également un des tout premiers artistes que j'ai emmené Yadam voir sur scène en 2018. Très bien, on va écouter ça tout de suite avec un peu de nostalgie. La playlist des invités. Dis-moi que seul chez toi, quand le soleil se couche, que tu me vois sourire, que tu m'entends penser à toi, que le souvenir de nos deux corps nus qui se touchent fait que tu te sens encore tout près de moi, que la séparation, bien que nécessaire, n'est que pause pour laisser à la raison le temps de comprendre chacun des mystères qui unit deux êtres de passion, que tu te répètes comme une petite prière que notre amour sera la plus belle des maisons. Je sais, oui, que je devrais simplement me taire, laisser défiler encore quelques saisons. Mais à quoi bon attendre le triste anniversaire de cette étrange et trop douce séparation? J'ai fini par dire à mon cœur de se taire, et depuis j'essaie d'aimer d'autres garçons, mais aucun d'entre eux n'arrive à me plaire, malgré la grande beauté de leurs chansons. Et je me répète comme une petite prière que notre amour sera la plus belle des maisons. Et je me répète comme une petite prière que notre amour sera la plus belle des maisons. C'était La plus belle des maisons de Pierre Lapointe, un titre que tu as choisi, Jean-Michel. Donc c'était une petite introduction musicale avant ton interview. Ariane, on t'écoute. Déjà, c'est un plaisir de vous recevoir tous les deux, mais là, on va essayer un peu plus d'apprendre à te reconnaître, toi, Jean-Michel. Donc, tu es un manager de musique et donc le manager de Yadam, notre invité ici présent, mais tu es aussi le fondateur de Music to France. Je ne sais pas si on dit la française ou pas. France. Yes. C'est un mouvement de collecte de témoignages qui a été créé le 17 juillet 2020. C'est bien ça, Exact. Sur Instagram et Twitter, et qui est destiné à pouvoir libérer la parole dans, je cite votre collectif, une filière professionnelle parfois dangereuse, souvent toxique pour les femmes, pour la communauté LGBTQIA+, et les personnes racisées sous-représentées, où, je cite, les oppressions s'imbriquent et se cumulent dans un secteur dominé par les hommes. Ce sont eux qui occupent les métiers en lien avec l'artistique, la direction, la technique et tiennent les postes clés qui permettent le développement ou la fin des carrières. Alors, votre collectif aussi, il permet de divulguer le nom du coup des agresseurs, des victimes, grâce à un formulaire que vous avez créé, qui est sécurisé, pour pouvoir permettre aux victimes de divulguer du coup ces noms, mais sans se mettre en danger. Et je crois aussi que vous permettez vous mettez vous croisez les plaintes et vous
les transmettez à des journalistes d'investigation, c'est bien ça ? C'est ça. D'accord. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de la création, du coup, de Music2 France et de toi, ton parcours, ce qui t'a amené à ça ? Comment, avec les autres fondateurs, vous avez eu l'idée et peut-être dans ton parcours, toi, ce qui t'a poussé à créer ce collectif ? Ok. Excusez-moi, vous vous prêt au montage. C'est un collectif qu'on a monté donc, en 2020 suite à la pandémie et la sensation qu'on avait tous et toutes d'être un peu en dehors de notre milieu et de pouvoir y réfléchir à nouveau. Et c'est vrai que c'est une discussion que j'ai avec beaucoup de consoeurs, notamment dans l'industrie musicale et notamment des manageuses, puisque c'est le cas de Rose Lamy, avec qui j'ai cofondé le collectif, qui était manageuse quand on s'est rencontrés il y a plusieurs années. Et l'idée, c'était de se dire, on a peut-être une méthode pour faire en sorte de briser le silence autour des violences sexistes et sexuelles dans la musique. Tentons cette méthode pour voir si ça fonctionne. Et ça a fonctionné plutôt bien. On a reçu plus de 300 témoignages et on a collaboré avec Néon, avec Mediapart. Et pour revenir en fait à la base de la base, c'est que la raison pour laquelle j'ai voulu agir sur ce sujet, c'est parce que en tant que manager d'artistes, je sais ce que c'est que de défendre l'intérêt des personnes et des artistes. Et j'ai notamment travaillé avec des femmes dans cet environnement. Et j'ai vu la différence de traitement et la différence vraiment de traitement, de visibilisation, de budget, et d'autonomie aussi sur leur image, qui était complètement différente. Et donc, moi, le but d'avoir cofondé ce collectif, c'était aussi d'assainir notre milieu professionnel pour continuer à faire au mieux notre travail. Et moi, mon but aujourd'hui, c'est de continuer à être manager, éditeur, chef de projet. C'est pas forcément d'être un chef de file antisexiste de la musique. J'espère que tout le monde va le devenir s'il l'est pas encore. Mais à la base, c'était ça ma motivation. C'était de se dire, il faut qu'on travaille en bonne intelligence et il y a certains flous artistiques entretenus dans ce milieu qui font qu'aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui se sentent soit pas représentées, soit pas respectées, soit pas entendues, que ce soit des artistes ou des professionnels. Okay. Et c'est un peu ma vision et mon éthique de travail, que ce soit avec Yadam ou avec les autres artistes avec lesquels j'ai travaillé. Et est-ce que vous avez d'autres projets dans le cadre de Music2 France ou... Alors, on a arrêté le collectif fin 2021. Ok. Les projets actuellement, c'est de se prendre des plaintes en diffamation par des hommes tout à fait courtois qui ne veulent pas attaquer les médias comme Mediapart et Néon qui ont plus de moyens que nous. Mais voilà, moi j'ai eu mon petit procès en diffamation le mois dernier. J'espère avoir une bonne réponse la semaine prochaine. Voilà, et je soutiens aussi d'autres femmes qui ont voulu témoigner et qui se retrouvent à nouveau attaquées en diffamation. Donc on est dans une espèce de phase 2 de l'attaque, de la contre-attaque, et puis la contre-attaque sera peut-être très violente dans quelques mois, mais je ne serai pas forcément à la tête de ça. D'accord, ça tombe bien parce que c'était un peu ma seconde question. Quelles ont été les conséquences sur toi, sur ton métier de manager, justement d'avoir été un des fondateurs sur moi, ça a eu des conséquences plutôt psychologiques et financières, puisque se prendre un procès, c'est payer un avocat, payer des psys, etc. Et puis professionnellement, c'est un peu plus difficile parce qu'on a quand même l'impression de ne pas totalement avoir beaucoup d'alliés dans ces moments-là, notamment chez les hommes de l'industrie, les hommes hétérosexuels blancs de plus de 50 ans. Ils se reconnaîtront. Mais voilà, au-delà de cet aspect négatif de se retrouver un tout petit peu ostracisé à certains moments et de voir certains regards et certaines personnes qui détournent de chemin, en fait, il y a l'inverse. Il y a aussi des gens qui viennent vers nous, qui sont très contents du travail qui a été fait et en qui on peut se reconnaître en termes de valeurs. Et finalement, on gagne beaucoup de temps à essayer de ne pas frapper à la porte de personnes malveillantes, pour le dire clairement, et plutôt de travailler en bonne intelligence avec des gens qui ont les mêmes valeurs et la même vision que nous. Merci. Et est-ce que tu peux peut-être un peu plus expliquer pour nos auditeurs en quoi consiste ton métier de manager ? Alors, quand je le présente, généralement, j'explique à tout le monde que l'industrie musicale, c'est un peu comme le système solaire. L'artiste, c'est le soleil. Donc, vous imaginez l'artiste au milieu. Ouais.
Et en fait, nous, en tant que manager, notre rôle, c'est d'être la gravité. C'est-à-dire d'être le truc invisible qui fait qu'il n'y a rien qui se percute. Ok. Et que l'artiste est au centre, mis en valeur, respecté, et que tout tourne autour. Donc c'est un peu voilà, il y a des gens qui vous diront c'est plutôt un chef d'orchestre, etc. Mais moi j'aime bien cette idée de la gravité parce qu'on n'est pas forcément visible. C'est pas forcément nous qu'on remercie quand il y a un prix à la télé ou des trucs comme ça. Mais on est là pour faire en sorte que tout l'environnement professionnel et économique et stratégique autour de l'artiste soit le plus smooth possible, quoi. Ok. Et donc aujourd'hui, tu es le manager de Yadam. Est-ce que tu es le manager d'autres artistes ou seulement Alors, de j'ai Yadam en managé priorité jusqu'à 4 artistes il y a 2 ans. Et puis, entre ce qui s'est passé avec Music2 et voilà, il y a eu plein de raisons. La pandémie aussi a fait que certains artistes ont préféré passer à autre chose ou en tout cas se mettre en retrait pendant un certain temps. Et donc, voilà, actuellement, je suis manager que de Yadam. Mais l'année dernière, j'accompagnais Aez à l'Eurovision. L'année d'avant, j'étais avec Hussam Aliwat et Paul Barrère. Enfin voilà, il y a aussi des collaborations qui se font et puis aussi des artistes que je ne manage pas, avec qui je collabore ou avec qui je fais du consulting de façon régulière. Ok, d'accord, super. Et donc, oui, ça, je suppose que tu nous en as déjà un peu parlé, que du coup, tout ça, ça a changé ta manière de travailler, je suppose, d'avoir un rapport un peu différent avec les artistes. Alors, moi, je pense que j'ai pas vraiment changé de manière de travailler, mais j'ai changé ma façon de voir mon écosystème et les choix que je fais d'aller vers certaines personnes ou pas. Ouais. Avant, j'allais voir certaines personnes parce que tout le monde me disait faut aller les voir. Maintenant, quand je rencontre certaines personnes et que je leur dis alors je cherche tel type de personne et certainement pas celle-là et pas celle-là et pas celle-là. En fait, t'es devenu plus exigeant. Complètement. Et en fait, on gagne beaucoup de temps. Oui. Ouais, ok. Et donc, tu as choisi du coup d'être le manager de Yadam. Et non, c'est lui qui a choisi. Je lui ai proposé. D'accord. Et sur ton compte Instagram, tu as republié il y a environ 3 mois. Oula. Une publication de janvier 2018 où tu dis « Si je t'écris, c'est parce que j'imagine que tu pourrais avoir besoin d'un allié, une personne de confiance, quelqu'un qui t'aide à construire ton projet. Je pense que tu as une très belle carrière devant toi et j'espère que tu auras quelqu'un pour t'épauler, te défendre, relire tes contrats, dire non quand c'est nécessaire, coordonner les équipes et surtout t'apporter un entourage positif et créatif. » J'ai trouvé ça très touchant. Bravo. Et vous avez l'air très proches tous les deux. Est-ce que tu pourrais un peu définir ta relation avec Yadam ? Est-ce qu'elle est simplement professionnelle ? Et comment ça se passe une relation entre un artiste et un manager comme ça, entre vous deux ? Alors moi, j'ai toujours eu un peu de mal d'avoir une relation uniquement professionnelle et uniquement business. Donc avec chaque artiste, c'est très différent en termes de fit, d'amitié, de proximité. Mais c'est vrai que Yadam, quand je l'ai vu à la télé, quand il a fait La Nouvelle Star, je me suis dit, ce mec a un talent de dingue. Et j'étais assez conscient du business de la musique française sur ce type d'émission et sur le fait que soit il serait pas très bien traité, soit il serait un peu ignoré. Et de là vient ce mail que je lui ai écrit tout début 2018. Et c'est vrai que voilà, la relation... elle a été vraiment de se découvrir, déjà musicalement aussi, de savoir ce qu'il avait envie de faire, au-delà de ce qu'il aimait, mais de ce qu'il avait vraiment envie de faire musicalement. Et puis de l'accompagner dans tout ça, de commencer par un premier EP, un premier single qu'il n'avait pas écrit, qui était en français, et puis là, aujourd'hui, d'arriver sur un album à 90% en espagnol, qu'il a écrit presque intégralement. Et donc voilà, c'est aussi tout un processus de croissance. Quand j'ai rencontré Yadam, il avait 18 ans à peine, là il va en avoir 25. Moi j'ai 20 ans de plus que lui, donc j'ai quasiment l'âge de sa maman, et donc parfois je me sens un peu grand frère ou tonton, et on a cette espèce de rapport assez, je dirais, plus familial qu'amical. Et voilà, et je sais qu'il se confie à moi sur pas mal de sujets parce que voilà, c'est un jeune homme gay à Paris, ce que j'ai pu être dans le passé. Et voilà, j'essaye de lui éviter de faire certaines erreurs et de l'aider dans des choix stratégiques
et artistique, mais aussi parfois un peu personnel. Et voilà, parce que je pense que à raison de plus qu'il n'a pas vraiment de famille en France. Donc voilà, c'est extrêmement important pour lui d'avoir des repères. J'ai pas du tout envie de devenir son père de substitution, mais il y a quelque chose de... Et encore, je pense qu'il y a certaines choses qu'il ne dirait pas si c'était le cas. Donc, voilà. Tonton, c'est bien. C'est un peu mon rôle préféré aussi dans ma famille. Donc, Oui, au final, le personnel se traduit aussi dans le professionnel, parce que si ça se passe mal dans ma vie, du coup, je pourrais pas faire bien musicalement. Donc, il est vraiment toujours derrière. Ouais, tout ce qui est santé mentale, c'est hyper important. Enfin, moi, je peux pas imaginer de voir un artiste dépérir en termes de santé ou de santé mentale et me dire non, mais t'es juste là pour chanter, Coco, démerde-toi, monte sur scène. Donc voilà, donc je pense que c'est assez important aussi. Ouais. Oui, ça doit être un vrai travail psychologique aussi au final d'être manager d'un artiste. Il y a un côté psy, clairement. Et si on n'aime pas les êtres humains qui sont derrière les artistes, je vois pas comment on peut être un bon manager. D'accord. Et du coup, comment ça se passe parce que tu me parlais de système solaire, mais concrètement, comment ça se passe? Tu l'accompagnes? Comment ça... Alors, il y a un truc qui s'appelle WhatsApp, sur lequel on s'échange à peu près 14 000 messages par jour. Ça va de qu'est-ce que je porte aujourd'hui, c'est quoi, comment c'est filmé, etc. On a un agenda partagé. Après... il n'y a pas de journée type, quoi. Non, il n'y a pas de journée type. Après, mon rôle particulièrement, c'est de le mettre en valeur, donc de le mettre sur scène, de lui trouver les partenaires, d'avoir des rendez-vous professionnels, des négociations de contrats, de s'assurer que, par exemple, la production de l'album, on l'a fait globalement tous les deux. Okay. Et on a un label en licence qui fait la promotion et la sortie, mais toute la production, on l'a faite tous les deux. Donc, on se répartit les tâches et... les aides, les dossiers. Voilà, tous ces trucs-là. Et donc voilà, il n'y a pas un quotidien type parce que moi ce matin, je rencontrais un tourneur. Là, on a eu cette interview. Après, on va rencontrer un tourneur pour éventuellement travailler ensemble dans le futur. Et demain, je sais plus. Enfin bref, il n'y a pas de journée type. C'est ça qui est assez génial. Ok, trop bien. Ça donne envie. Je ne sais pas si tu as une question, Noémie. Moi, je pense que j'ai fini pour cette première partie. Je pense que tu as bien fait ton travail, Ariane. Merci. Merci beaucoup en tout cas. Et on va tout de suite écouter Prada d'Arca, une musique que tu as sélectionnée. Yadam, est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Donc, Arca, c'est une productrice vénézuélienne, trans, du coup, que j'adore et qui représente tout ce que j'adore, la musique alternative, la queerté. Et sa musique est juste incroyable, profitez-en. On va tout de suite écouter ça.
était en train de danser, donc la reprise est aléatoire. Je suis trop habitué à ce que ça s'enchaîne avec la chanson d'après sur son album, donc j'étais prêt à continuer à danser. Du coup, c'était Prada DRK. Je leur dis, au cas où, si vous n'avez toujours pas retenu le titre, il y a encore Jean-Michel et Ariane à mes côtés, mais là, on va s'intéresser un peu plus à toi, Yadam. Tu es un jeune auteur, compositeur et interprète. Tu as passé ta petite enfance au Venezuela et tu as grandi de tes 4 à tes 14 ans aux États-Unis. Avant de revenir au Venezuela, puis de partir de ton pays d'origine en 2017, à l'âge de 19 ans, pour gagner la France, où quelques jours après ton arrivée, tu vas te faire repérer lors de ton audition à la Nouvelle Star et te faire ainsi connaître du public français. Tu arriveras 2e de ta saison et après quelques temps moins faciles, tu reviens devant de la scène. Le magazine Rolling Stone t'a mentionné dans les 10 artistes latinos qui vont exploser en 2023, rien que ça. Ouais. Ça va, j'ai pas dit de grosses bêtises dans ma petite présentation. Non, c'est vrai. Mais bon, pression. On va en reparler de toute façon. On va fonctionner par ordre chronologique. Comme je disais juste avant, ton arrivée à Paris a pris du temps. Qu'est-ce que ce parcours t'a appris et comment ça a influencé ta musique ? Du coup, quand je suis arrivé à Paris, j'avais vraiment l'intention de faire tout sauf chanter. Dans le sens où je suis venu prêt à travailler dans des hôtels, je suis allé voir des facs, je suis allé voir des restos en mode j'ai besoin de quitter mon pays et de trouver une meilleure vie. Sauf que du coup, un jour, j'ai fini par passer des auditions pour la Nouvelle Star et du coup, je savais pas ce que je faisais vraiment. Je le faisais juste parce que j'étais vraiment désespéré dans le sens où il faut que je trouve absolument quelque chose. J'ai 3 mois légal en France, du coup, quand on arrive en tant que touriste. J'ai 3 mois pour trouver quelque chose et j'arrivais à passer... En fait, je voulais passer 1 mois dans plusieurs pays pour voir. Genre, c'était d'abord ici, ensuite Espagne et après Allemagne. Mais du coup, il me restait genre 3 jours avant de partir parce que du coup, je trouvais rien à Paris. J'allais partir en Allemagne pour voir une amie et voir si ma vie allait bien là-bas. Et du coup, dans ces derniers 3 jours, j'ai été repéré pour la Nouvelle Star et du coup, je l'ai fait et après, je finis chanteur. Mais du coup, je n'avais jamais écrit de musique ni rien. Donc du coup, pour revenir à ta question, et avant d'aller trop loin, parce que c'est un sujet qui pourrait... je pourrais t'en parler pendant des heures. Je pense que le fait d'être immigré... Aujourd'hui, maintenant que je suis établi en France et tout, ça fait que mon parcours artistique soit totalement différent à ceux et celles qui sont déjà en France et qui ont toutes leurs bases. Parce que moi, je dois construire une carrière en même temps que je dois m'établir dans un pays qui n'est pas le mien. Et ça n'a pas été compliqué, c'est plutôt genre je profite du parcours et ça m'aide à être beaucoup plus émotionnel aussi et réel à l'heure d'écrire aussi des chansons. Et c'est quoi ton rapport à ton pays aujourd'hui ? Parce que souvent, quand on est immigré, on a l'impression d'être étranger un peu partout. Quand t'es au Venezuela, t'es français. Et quand t'es français, en France, pardon, t'es vénézuélien. Comment tu le vis, ce truc-là ? Du coup, j'ai compris que je suis étranger. je n'appartiens pas à un pays. Je sais que dans mon cœur, je me sens très, très, très vénézuélien et très attaché à mes roots, mes racines, même si... Là-bas, justement, je suis et américain et français. Donc, du coup, je ne suis pas vénézuélien à leurs yeux parce que j'ai vécu que 4 ans au final au Venezuela, si tu veux. 4 ans conscients. Le reste, c'est aux États-Unis et ici. Du coup, là-bas, je suis étranger. Ici, je suis étranger. Partout, je suis étranger. Donc, du coup, j'ai appris à créer. En fait, mes racines, c'est pas les pays dans lesquels je suis, mais les gens avec lesquels je partage ma vie et les choses que je fais dans des endroits où je suis. Donc, du coup, je suis un peu... dans les airs. Un enfant de la terre, non ? Ouais. Il y a une expression un peu comme ça, je crois. Citoyen du monde. Ah oui, Citoyen du monde, c'est ça. alors. Enfant de la Enfin bref. Donc, tu as fait la Nouvelle Star en 2019. Tu faisais partie des favoris. Certains se rappellent peut-être que tu as fait pleurer Cœur de Pirate lors de ton audition. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience aujourd'hui ? Ce que je retire de la Nouvelle Star, c'est que j'ai pu avoir mon titre de ce jour. honnêtement, et du coup, la rencontre avec Jean-Michel, je pense que c'est... Parce qu'en fait, j'aurais pu faire la Nouvelle Star comme font beaucoup de monde et ça aurait pu rester là. Parce qu'en gros, quand on fait ces émissions-là, on te promet tout. Et vraiment, quand tu te fais éliminer, tu n'existes plus. Et le truc, c'est que heureusement que je suis arrivé jusqu'en finale. Hein parce que du coup, j'ai pu vivre tout le parcours. Mais mes autres collègues de la Nouvelle Star, je pense qu'ils ont souffert beaucoup. Parce que eux, en fait, quand ils ont fait la Nouvelle Star, c'était avec l'intention de devenir connus et avoir tout ce qu'on leur promettait. Moi, quand je l'ai fait, j'avais aucune intention d'être connu. J'avais juste envie de rester. Donc, du coup, quand tout s'est arrêté, je n'étais pas surpris. Parce que de toute façon, je m'attendais pas à ce que cela me donne de la visibilité pour ma carrière. Je n'en avais pas. J'avais jamais écrit. Donc, du coup, c'est après la Nouvelle Star que je me suis dit, bon, je dois m'établir en France. Mais maintenant, j'ai un public, apparemment. Donc, il faut que je commence à écrire et à
créer quelque chose, mais du coup, je peux commencer de zéro. En fait, j'ai juste l'impression que la Nouvelle Star m'a ouvert une porte, mais qu'après, moi, j'ai dû construire tout le reste qui venait après. Et cette porte, elle n'était pas forcément une porte vers quelque chose, un but précis. C'était juste, tiens, maintenant, tu as quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas, mais vas-y. Mais justement, t'en avais déjà parlé dans une autre interview, ce truc d'avoir un peu l'impression d'être laissé à l'abandon quoi, à la fin de ton expérience. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Comment tu as réussi à t'entourer, notamment de Jean-Michel qui est juste là, mais comment ça s'est passé? Justement, après la fin de la Nouvelle Star, j'ai lancé une story où je disais j'ai besoin d'un manager. Bouteille à la mer. J'ai reçu plein de messages, j'ai vu plein de monde. Et Jean-Michel, c'est le dernier que j'ai vu, vraiment le dernier. Genre un 27 janvier, un truc comme ça. Ou une semaine avant la fin de janvier 2018, bref. Et je ressentais que par rapport aux autres, il était différent dans le sens où il ne s'intéressait pas que à ma carrière, mais aussi à ma personne. Et ça, c'est un truc qui est différent. Et quand je vois les relations que j'ai avec lui et les relations que d'autres artistes ont, qui changent tout le temps de manager, qui changent tout le temps d'entourage, alors que mon entourage, depuis le début, il a été le même. Et à chaque fois, quand on a des gens qui rejoignent notre équipe, ils restent. Je pense qu'on sait choisir du coup les personnes avec qui on veut travailler. Peut-être parce qu'on a tous les deux aussi grandi avec des environnements pas stables. Donc ce qu'on cherche, c'est des choses stables et on préfère galérer pour les trouver que de trouver quelque chose de vite et qui part. Donc voilà, Jean-Michel, j'ai senti que lui, il pensait comme moi. Et donc du coup, même si il n'était pas le manager de Booba qui voulait travailler avec moi, je savais qu'il y avait... En fait, je ne le savais pas, mais au final, le temps a montré que du coup, l'intention était d'avancer ensemble et de prendre le temps qu'il faudrait. Très bien. Et du coup, avec toutes ces personnes dont tu as réussi à t'entourer, tu as sorti ton nouveau titre, Ojalá, je ne sais pas si je le prononce correctement, donc, qui est sorti à l'heure où les gens écoutent ce podcast il y a quelques semaines. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Tu l'as interprété en début d'émission. Yes, donc Ojalá, c'est la 3e chanson de mon premier album, Bel Amor, qui sortira normalement après l'été. Mais du coup, comme on travaille avec une grosse équipe maintenant, je ne peux pas choisir les dates. mais je suis très content parce que ce morceau-là, en ce moment, il me tient beaucoup à cœur parce que Bel Amor, du coup, mon premier album, il parle sur ma première relation d'amour au Venezuela quand j'avais 16 ans et quand j'ai découvert ma sexualité, mais qu'à cause de la société machiste, homophobe, religieuse aussi, j'ai pas vraiment pu continuer. J'ai pas vraiment pu aimer le garçon que j'avais envie d'aimer, lui non plus, parce qu'on était contraints par toutes les avis et toutes les choses qui se passaient autour de nous. Et donc l'histoire, c'est mal fini, mais moi, ce que je retire de ça, c'est quelque chose de beau, les beaux souvenirs que cela m'a laissé, et que maintenant que je suis ici en France et libre, je peux vivre librement et tout, mais du coup, je regrette que cette première histoire n'a pas pu aboutir, que maintenant elle aurait pu si tout s'était passé ici dans les mêmes conditions que j'ai là. Donc cet album parle de ça et Ojalá, c'est un titre qui dit j'espère, si on réfléchit à ce thème queer, c'est comme j'espère que tu resteras, j'espère que tu me pardonneras et que tu m'aimeras toujours, même si on n'a pas pu le faire avant. Mais notamment cette chanson-là, je pense que toutes les chansons de l'album parlent d'un truc qui se passe dans les relations, notamment dans la mienne, mais qui peuvent passer dans toutes les relations. Et celle-ci est plutôt du pardon. Parce que des fois, dans les chansons, Taylor Swift, elle adore dire c'est ta faute, tu m'as blessé. Mais j'ai voulu me mettre aussi, moi, remettre en question et me dire peut-être que moi aussi, j'ai fait quelque chose de mal. Donc, si c'est le cas, désolé. Et j'espère que malgré tout, tu pourras toujours m'aimer. Donc, voilà. Et dans une interview que tu avais accordée au magazine Têtu en 2020, donc c'était la première fois, si je ne me trompe pas, que tu parlais de ton homosexualité ouvertement. Est-ce qu'il y a eu un avant-après? Et aujourd'hui, là, on se rend compte que c'est un sujet qui prend de la place dans ton nouvel album. Comment tu as fait ce chemin-là et comment tu as décidé que ça fasse partie de ton art, quoi? Ce qui est dingue, c'est que la personne qui m'a aidé à sortir du closet, c'était mon manager. Parce qu'en arrivant, je n'étais pas trop sûr dans le sens où j'avais toujours la religion et les choses dans ma tête c'est comme des monstres. Hier, la culpabilité, quoi. Ouais, la culpabilité. Et hier, j'en parlais. J'ai eu la chance de parler avec 3 autres artistes, avec les Latin Grammys. On a fait une sorte de discours sur le mental health, how do you say mental health? Santé mentale. Santé mentale. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on était tous queer et on avait tous souffert du fait que tout cela ne nous permettait pas trop d'avancer. Mais du coup, Jean-Michel et du coup mon entourage, quand je suis arrivé à Paris, quand j'ai commencé à vraiment m'accepter, je me suis dit, il y a tellement de monde au Venezuela, ou même en Amérique latine,
qui souffrent de la même chose que j'ai souffert. Et quand j'avais 17 ans, du coup, et que je me posais les questions, je n'avais pas de musique ou de repères ou de référents. Si maintenant j'ai la plateforme de chanter et que je commence à être écouté chez moi, je n'ai pas envie de parler du soleil, de la plage et de choses contentes. Et non pas triste forcément, mais j'ai juste envie de partager qui je suis, utiliser cette plateforme pour donner quelque chose à quelqu'un qui peut-être est toujours là-bas et qui a besoin de se sentir compris ou besoin de savoir que peut-être c'est juste que là, en ce moment, il ne peut pas come out, mais que plus tard, un jour, il aura la chance ou elle aura la chance de, tu vois, de come out et être heureux ou heureuse. Donc du coup, moi, je veux utiliser cette plateforme de musique pour partager un peu un message. Comme en fait, dans la religion, les chrétiens, ils deviennent missionnaires et ils vont dans d'autres pays pour parler de Dieu. Moi, je reste ici et je partage ma musique pour parler de queer. Pour faire en sorte que les gens, ils s'acceptent et ils se sentent compris et soutenus. Et du coup, donc, tu disais, tu veux faire passer ces messages aussi dans ton pays d'origine. Et ta musique, d'ailleurs, fonctionne plutôt bien aux États-Unis, en Amérique latine et aussi en Espagne. Tu as un peu plus de difficulté à trouver ton public en France. Tu l'expliques comment, ça ? C'est drôle parce que du coup, je souffre pas mal des messages privés à moi des personnes en France qui disent « Tu ne parles qu'en espagnol maintenant, tu ne chantes qu'en espagnol, tu nous as oubliés. » Et c'est vrai que j'ai commencé ici en France, mais comme je vous l'avais dit, sans le savoir. Et même en mode de reconnaissance, j'ai voulu sortir ma toute première chanson en français, elle s'appelle Yadam, où je disais « Merci Paris de m'avoir accueilli. » Maintenant, je commence à faire de la musique, mais je n'oublie pas que j'ai commencé ici. Et ça sera toujours mon cadeau à la France, parce que la France m'a beaucoup donné. Mais je chante en espagnol, notamment. Mon public commence à être en Amérique latine et partout, parce que c'est normal. L'espagnol décolle plus en Espagne, enfin dans les pays espagnols, comme la musique en France, et qui est très connue en France, n'est que connue en France, en vrai, et peut-être à l'extérieur un peu, mais notamment, ça explose ici à cause de la langue. Moi, je ne vais pas chanter en français pour pouvoir percer en France. Et nous, on a un entourage, du coup, maintenant grand aux États-Unis, en Amérique latine. Mais mon but, c'est de continuer à avancer là-bas. Et ensuite, j'ai l'impression que quand ça aura fini de décoller là-bas, je vais pouvoir revenir ici. Ils vont dire « Ah oui, mais il a commencé ici. » Et on souffre pas, mais on voit déjà les résultats depuis Rolling Stone et depuis tout ce qui se passe. J'ai l'impression que les gens qui, au début, nous disaient « Ça va être tellement compliqué pour vous, bon courage et tout. » Parce que les gens, ils sont pas trop sains et trop gentils dans l'industrie parfois. Mais ils nous disaient souvent, il y en a une, je vais jamais oublier, elle est venue à mon premier concert à Paris, elle a dit bon courage pour escaler toutes les montagnes des difficultés que vous allez voir. Et Jean-Michel, il a dit t'inquiète, on a des grands pieds. Des longs pieds. Des grandes jambes. Des grandes jambes. Et quand il a dit ça, c'était moi, tu vas voir. Et je sais pas, j'espère juste qu'un jour ma musique sera appréciée ici, mais je ne veux pas le forcer. J'espère que ça soit naturel. Et puis, c'est un petit effet aussi télé, c'est-à-dire qu'il a eu une forte exposition alors qu'il n'avait rien fait au départ. Et du coup, il croise des gens dans la rue aujourd'hui qui disent « Ah bah, t'as disparu, tu chantes plus. » Parce qu'à partir du moment où certaines personnes ne vous voient pas à la télé, vous n'existez pas médiatiquement, donc vous n'existez pas. Et voilà, on prend un peu le contre-pied de ça, quoi. J'ai appris à comprendre que je suis une figure de la télé pour les Français. Maintenant, c'est vraiment tous les jours. Hein. C'est vraiment, c'est le mec de la télé. Pour vous. Alors, je suis plus que ça. mais ça va. Et justement, là, on parlait de la télévision. Est-ce que tu as pensé à TikTok ? Parce que moi, en écoutant tes musiques, il y a certains titres qui m'ont fait penser un peu à la musique de Kevin Carl. Je ne sais pas si tu vois. Oh, waouh, j'adore. Et il a un de ses titres, notamment, qui a explosé l'année dernière, Collapso, grâce à une trend TikTok. Est-ce que toi, tu as déjà pensé à un peu t'immiscer en France à travers ce canal-là ou pas du tout ? Le truc, c'est que TikTok est géolocalisé. Donc c'est en fait le problème qu'on a. Et on parle avec l'équipe de TikTok et tout. C'est très récent ce sujet, mais quand je publie des vidéos en espagnol, ils vont être mis en avant ici en France parce que je suis en France. Sauf que le public ne veut pas voir des vidéos en espagnol. Mais je ne veux pas non plus francifier mon TikTok. Donc là, maintenant, on a pensé à des nouvelles choses qu'on va faire et l'équipe de TikTok va nous permettre de me localiser en Amérique latine pour que la vidéo prenne plus d'ampleur. Mais je sais pas ce que je pourrais faire. Je vais réfléchir, je prends des conseils. Il faut inventer des chorégraphies virales. En fait, moi, je veux juste jouer sur la sortie de l'album et sur les textes et sur la thématique et les images surtout qu'on crée. Et j'attends que tout sort pour pouvoir ensuite
voir comment je le partagerai sur comment TikTok. diffuser. Peut-être le texte avec la traduction en français pour que les gens voient ou comprennent. Mais j'apprends et on verra. On verra tout ça. Et sinon, tu chantes en espagnol, en français et en anglais, comme on le disait juste avant. Est-ce que tu racontes les mêmes choses quand tu chantes en français que quand tu chantes en anglais ou en espagnol, par exemple ? Alors justement, l'espagnol, je raconte des choses que j'ai vues. Enfin, chaque langue, finalement, représente une émotion différente, sans que je le veuille. J'ai vécu un moment très difficile aux États-Unis, donc j'ai souvent de la colère quand j'ai ces souvenirs. Donc tous mes morceaux en anglais sont souvent très genre dark ou angry. Il y en a 2 dans mon album. Et il y en a une qui est très sassy parce que ma manière d'être angry, c'est ne pas te dire des trucs méchants, mais te dire des trucs très sarcastiques. Donc du coup, la chanson elle est très sarcastique, que j'adore. Donc j'espère qu'on peut l'écouter quand elle sortira. Et du coup, en français, par contre, c'est des morceaux qui sont plus sur l'espoir. Parce que la France, pour moi, représente l'espoir. Par contre, j'en ai qu'une. Donc du coup, il va falloir que je passe cette étape de crying in Spanish dans laquelle je suis en ce moment. Et que je sais qu'un jour, je vais faire un truc en français. Mais je vis mon étape. Là, en ce moment, j'ai toujours 16-17 ans au Venezuela. Je découvre ma sexualité. Peut-être qu'à la fin de cet album, j'aurai 18 ans en France et j'aurai plus d'espoir. Ça sera une nouvelle ère pour toi. Ouais. Et d'ailleurs, Orala, la toute première version, le refrain est en français parce que c'est une chanson sur l'espoir. Il a décidé ensuite de la passer en espagnol, mais... Il était frustré. Non, c'était joli, et du coup, c'est un peu ce qu'il dit, c'est que ça vient naturellement, quand ça parle d'espoir, ça vient naturellement en français, parce que c'est ici qu'il voit un peu une partie de son futur et de sa vie, quoi. Je pensais... Et ça vient naturellement. Je réfléchissais récemment au fait que Jean-Michel, il écoute vraiment mes chansons quand elles naissent. Enfin, c'est comme si tes parents te voyaient en train de créer des enfants. Vous voyez l'image? non, la poursuite. Alors, c'est pas très radiophonique, mais Jean-Michel s'est penché en arrière en faisant non des Mais c'est horrible parce que du coup, j'expose ma vulnérabilité d'abord à mon manager pour qu'il voit et dise non, cette chanson elle est horrible ou cette chanson elle est bien, tu vois. Et ça m'a dit, mais t'es sûr? Et du coup, je me souviens quand j'ai fait Ojalá, du coup, elle était en français, il était trop content. Et après, ben voilà, c'est espagnol. On la sortira si on est number one. Ouais, voilà. Et ça sera en exclu quelque part. Et tu disais que tu avais vécu un moment difficile aux États-Unis. Est-ce que tu te sens de nous en parler ou pas Oui, après, la vie d'immigré et en fait, ma maman, elle est mère célibataire. Moi, j'ai un frère jumeau autiste. Donc, nous 3, on est partis ensemble aux États-Unis pour vivre, du coup, elle, à la recherche d'une meilleure vie pour elle et ses enfants. C'était vraiment dur de voir ma mère travailler dans ce système là-bas où elle n'était pas vraiment bien acceptée. Et je la voyais quasiment jamais. Elle travaillait de 6h du matin à 6h du matin. Et elle me voyait que les matins pour manger ensemble avec mon frère et moi et pour qu'on se prépare pour le petit-déj. Mais depuis petit, j'ai toujours dû moi-même être la personne qui cuisinait, qui emmenait mon frère à son école alors que j'avais 8 ans. Rentrer, manger ensemble, moi je préparais tout parce que ma maman elle n'était pas là, pas parce qu'elle voulait mais parce qu'elle devait travailler. Et même malgré tous ces efforts-là et toute sa fatigue et toute sa souffrance, les États-Unis, le système d'immigration était toujours pire avec elle. Et moi en tant que fils qui voit sa mère souffrir alors qu'elle te donne tout, c'est pas cool. Et surtout que elle, du coup, le système fait que tu doutes aussi de toi-même. Est-ce que je suis assez bien? Ma mère, jusqu'à présent, elle me demande pardon. Et je lui dis, tu n'as rien fait de mal. Tu as tout essayé pour me donner une bonne vie. Et tu l'as fait parce que même si on a dû rentrer au Venezuela, maintenant, tu m'as tout appris pour que moi, je puisse venir tout seul dans un autre pays et faire tout pour qu'on puisse être bien. Donc, elle s'en excuse parce que des fois aussi, quand je raconte notre parcours d'immigré, elle se sent coupable de m'avoir fait souffrir, mais elle ne m'a pas fait souffrir. La vie était juste comme ça. Elle m'a plutôt montré comment je devais faire. Et je lui remercie toujours, ça m'énerve pas tout ce qu'elle a fait pour moi. Et je dis juste si les États-Unis étaient une personne et que je la croisais dans les rues. Et du coup, comme je ne peux pas, ce que je fais, c'est que j'avance dans ma vie et je réussis. Et comme ça, je rends ma mère fière. Et tout le problème, tout ça, on s'en fout. C'est un peu comme ça que tu la remercies aussi d'avoir fait tout ça. Oui. Très bien, c'est très beau tout ça, tout ce que tu nous racontes. On va devoir
pas écourter cette interview, mais j'ai une dernière question pour toi avant de terminer. Qu'est-ce que tu te souhaites pour les années à venir ? Je me souhaite d'avoir assez d'argent pour que ma mère et mon frère puissent avoir un bel appartement pas loin du mien et de continuer à chanter. Et que ça soit tout lié, donc grâce à la musique. Parfait. Merci beaucoup pour cette petite interview. Et on va tout de suite écouter la chronique d'Adèle. Mais avant, on va écouter, je ne retrouve pas le titre, Rain, Autopilote de Rain. Et c'est Jean-Michel qui a choisi la musique. Ouais. Tu peux nous la présenter ? Alors, Rain, c'est une jeune artiste qui fait du R&B. Comme on l'a beaucoup aimé dans les années 90-2000. Elle le fait en français, elle a une voix assez géniale. Et donc, quand je l'ai découverte l'année dernière, en fait, je l'ai choisie en tant que filleule au sein du FER, qui est un dispositif d'accompagnement de jeunes artistes. Mm-hmm. Et donc, entre guillemets, je suis son parrain. Et donc, dès que je peux parler un peu d'elle, je le fais parce que je la trouve extrêmement talentueuse. Génial, on va tout de suite écouter ça alors. Sois sûr si on recommence. Je crois que c'est perdu d'avance. Je crois que c'est perdu d'avance. Sois sûr. Donne-moi tout ce que t'as, même tes pires défauts. Mes pensées se débattent, c'est le rodéo. Je regarde mon tel, c'est toujours pas toi. Je roule pour oublier. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Qu'est-ce que tu veux de moi? Un petit pas devant l'autre, un petit pas devant l'autre. Qu'est-ce que tu fais plus tard? Qu'est-ce que je veux de toi? Un petit pas devant l'autre, un petit pas devant. Sois sûr si on recommence. Je crois que c'est perdu d'avance. Je crois que c'est perdu d'avance. Sois sûr. À peine on m'a prononcé, hey, je savais qu'on avait matché. J'étais embêté, j'étais mal dans ma peau. On s'est parlé d'amour sur Erika Bateau. Et tes doigts sur mes reins et mon dos. Dans mon salon on a dansé. Il est 22h34. Reste à la maison ce soir. C'est comment ça va finir si tu t'endors encore dans mes bras. J'ai plus trop le seum, c'est vrai. Depuis que je t'ai rencontré, mes go m'ont dit ne le fais pas venir si tard, on sait ce qui va se passer. Et sois sûr si on recommence. Je crois que c'est perdu d'avance. Je crois que c'est perdu d'avance. Sois sûr si on recommence. Je crois que c'est perdu d'avance. Je crois que c'est perdu d'avance. Sois sûr. C'était Autopilote de Rain et Adèle vient nous rejoindre autour de la table pour sa chronique musicale. Adèle, salut. On t'écoute. Merci Noémie. Donc moi, un truc que j'aime beaucoup avec Walkman, c'est que c'est l'occasion de découvrir les musiques préférées de gens qu'on connaît finalement assez peu, la plupart du temps. Et les musiques, ça peut dire énormément sur les gens qui les écoutent. Donc, savez-vous quelle heure il est ? C'est l'heure de décortiquer vos musiques préférées pour savoir qui vous êtes. Récapitulons. Pour cette émission, qui est de qualité d'ailleurs, on demande aux artistes qui viennent de nous donner une ou plusieurs de leurs musiques préférées pour les passer durant les pauses musicales. Yadem et Jean-Michel Journet, vous nous avez donné respectivement 2 musiques chacun. Et c'est l'heure de voir ce qu'elles nous disent sur vous. Bon, bien sûr, vous vous en doutez, je suis une analyste de fond de tiroir. Mon expertise vaut 40 centimes à tout péter. Mais c'est moi qui ai le micro, donc c'est moi qui décide ce que je raconte comme bêtises. Go. Bref, première chanson, Pierre Lapointe, La plus belle des maisons. Jean-Michel, c'est toi qu'on va analyser en premier.
Donc, petit air de piano à la fois doux et entraînant, c'était la première musique qu'on a entendue. Des paroles très poétiques, une jolie histoire d'amour, un brin de tristesse dans la voix et dans l'histoire. Un air très français, disons-le. Bon, québécois, mais c'est pareil. On sent les influences. À noter, c'est une chanson d'amour d'un garçon à un autre. Ça peut paraître anodin, mais ça a pourtant une importance qu'on verra plus tard. Et surtout si on met ça avec la prochaine chanson. Maintenant, je me tourne vers toi, Yadam. Ta première musique, c'était Prada de Arca. Là, on sent tout de suite un style beaucoup plus moderne, moins variété française que pouvait présenter la chanson précédente. Abstrait, un peu plus psyché, pas du tout le même style, mais c'est ça qu'on adore. Cette fois-ci, on a du chant en espagnol, un peu plus brut, mais aussi un peu onirique et éthéré. C'est une autre forme de poésie, c'est sûr. Les chants sont aussi un peu plus brouillés, littéralement. On a à la fois des chants assez aigus et d'autres beaucoup plus graves. Ici, la chanson, elle est plus crue. Mon espagnol est vraiment rouillé. Heureusement, il y a des sites de traduction. Donc Prada parle de danse, de travestissement, de beauté, d'érotisme, de paillettes et de bizarrerie. Le clip donne une information en plus, en présentant des personnages transgenres, qui floutent les repères du genre, mais aussi des personnages qui reprennent les codes du drag, l'art de se travestir et d'exagérer les traits genrés dans les habits et comportements de l'autre genre. Femme, homme, on ne sait pas trop, et ce n'est pas ça qui est important. Seul importe la danse, ce qui brille et qui on veut être. Finalement, le message, c'est « Fuck les haters, je suis magnifique ». Yes, period. Qu'est-ce que ça me dit ? Déjà, l'influence de la communauté LGBTQ+, sur ton art, et même sur ta vie, toi-même étant concerné, et comment je me permets de supposer que tu t'es fait une place au sein de ce monde, notamment par la musique. On revient vers toi, Jean-Michel, avec la chanson qu'on vient d'entendre, Autopital. Autopital. C'est pas très vendeur, Autopital. Non, mais ce sera un joli mot. C'est vrai. Autopilote de Rain. Toujours en français, et je suis prêt à parier, et du coup, j'ai eu la confirmation. Il s'agit là d'une jeune artiste un peu underground dans une culture musicale un peu niche que tu as rencontrée au cours de tes chemins de manager. J'avais supposé, avant que tu donnes l'information, j'avais bon. Donc là, c'est déjà un peu plus abstrait, c'est un peu moins tradit par rapport à la première chanson. Comme quoi, tu ne te reposes pas sur tes acquis. Toujours une histoire d'amour, mais celle-ci est un peu plus compliquée. Qu'est-ce que tu fais ce soir ? Un petit pas devant l'autre. Je crois que c'est perdu d'avance. Il y a une partie moins chantée, un peu plus rap, une mélodie plus lancinante, plus techno, la voix est plus traînante, mais aussi plus puissante. Pour finir, Yadam. Donc celle-là, on l'a pas encore entendue, donc je vais donner spoiler, là. Quelques infos. Corée, excusez-moi, j'ai pas dit le bon R, mais Corée. Je fais des années que je travaille avec Yadam et je sais toujours pas faire un R. Corée, de Jesse, je suppose. Joy. Et Joy, cette fois-ci, c'est à ton tour de revenir à des trucs un peu plus traditionnels. La musique est claire et douce, c'est juste un piano, une guitare, une voix, mais plus tard rejoint par quelques percus, des cordes et un peu de synthé pour finir avec une mélodie puissante qui vient remuer les tripes. La musique a 11 ans, donc on voit que tu as choisi un truc un peu plus ancien, et presque 1 milliard de vues sur YouTube, donc pareil, on a vu que là c'est plus quelque chose de mainstream, mais on peut comprendre en quoi ça t'a influencé. Et là, donc, tu as un point commun avec Jean-Michel. Ça parle aussi d'une histoire d'amour qui finit mal, décidément. Bon, et sur ce, quelles sont mes conclusions ? Déjà, vous avez de bon goût, parce que je connaissais aucune des musiques et elles sont toutes incroyables, chacune avec son style et son identité propre. Mais qu'est-ce qui en ressort ? Un amour pour la culture musicale dans laquelle vous avez sûrement grandi, mais aussi un amour qui s'est développé pour des formes de musique un peu plus niches, mais dans lesquelles vous avez trouvé votre place, dans lesquelles vous avez reconnu un morceau de vous. Notons aussi, vous aimez quand ça parle d'amour et d'amour queer notamment, évidemment. Donc on a la culture alternative qui est à la fois si normale et si singulière à la fois. Si normale car c'est toujours l'amour qui fait rêver, qui nous transporte, mais aussi l'amour qui blesse, l'amour difficile, notamment l'amour pour soi-même, et le fait de devoir le construire, que ce soit en chaussures Prada ou dans la plus belle des maisons. Ou par la plus belle des maisons qu'il faut parfois construire soi-même. Mais il y a aussi une dimension singulière car malheureusement l'amour gay, ou l'amour queer globalement, est encore stigmatisé, insulté et compliqué. Mais je suppose que c'est aussi ce qui vous a aidé à vous trouver l'un l'autre, entre le tonton français gay et le jeune artiste étranger et queer. Solidarité entre les gays, je suppose. Amazing. Amen. Oui. Bref, dans votre choix de musique, on sent beaucoup ce qui vous a formé. L'amour, notamment l'amour queer, l'amour pour vos langues maternelles, la difficulté d'aimer à la fois dans une société homophobe, mais tout simplement parce que de base, c'est dur d'aimer. Donc il y a aussi une dimension d'amour triste, mais pourtant si puissant et déterminé. Voilà. C'est tout pour mes analyses. Elles ne valent sûrement pas un copec, néanmoins je vous les offre gracieusement et vous remercie surtout de nous avoir fait découvrir de si belles musiques, mais aussi un petit morceau de vous
à travers elle. C'était Merci. incroyable, merci beaucoup. Je veux ça tous les matins sur mon costard. Faut que tu fasses payer pour tes analyses. Mais alors moi maintenant ma question c'est à quel point j'avais bon. Ah, mais total. Totalement. Oui, non. Si, totalement. Bon, je suis pas un boomer quand même. J'ai dit tonton, j'ai pas dit boomer. Il y a des tontons qui sont jeunes. Et je crois Moi, qu'il je y a quelque chose auquel j'ai réfléchi pendant que tu parlais de tout ça et de notre vision de l'amour qui est aussi formée par nos parents et notre famille. Et je pense qu'on a aussi ce trait-là en commun d'avoir peu ou pas trop côtoyé nos pères et d'avoir des mamans très présentes. Et donc voilà, et de ne pas avoir vu forcément nos mères heureuses en amour, ça a forcément rejailli sur nos relations personnelles. Mais là, on rentre dans la psychothérapie. Mais voilà. Incroyable. Mais aussi, moi j'ai beaucoup bougé, j'ai l'impression que tu as aussi beaucoup bougé étant jeune. Donc quand il bougeait pas, il me dit qu'il a bougé les choses dans sa chambre pour avoir l'impression de bouger parce qu'il a besoin de différents. Moi aussi, je suis toujours dans le besoin de différents. Je pense que c'est ce qui est très intéressant, c'est ce qu'on fait. On n'a pas vraiment d'agenda, comme on disait, donc tous les jours c'est différent et ça nous permet de nous trouver dans un truc inestable et stablement. Mais on sent qu'il y a toujours une recherche en se basant à la fois de là où vous êtes parti, mais aussi qu'est-ce qui vous a construit et qu'est-ce qui vous construit chaque jour. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que tout ça, on trempe dans Bel Amor, qui est l'album de Yadam, depuis 2 ans maintenant, 2 ans et demi. Donc forcément, c'est thématique. C'est un peu comme quand vous avez une voiture rouge et que vous voyez toutes les voitures rouges qui passent dans la rue. Dédicace à Redcar, à Christine and the Queens. mais nous, c'est un peu pareil, en fait. Toutes les chansons déchirantes d'amour queer, en fait, maintenant, on les spot tout de suite. T'as vu, ça, c'est Bel Amor. Et, voilà, et clairement, c'est un peu ce qui ressort aussi des 4 chansons d'aujourd'hui. On reconnaît les siens. Très bien, en tout cas, merci beaucoup pour cette petite chronique, Adèle. Je pense qu'il faudra faire ça à chaque Walkman dorénavant. Écoute, moi je dis pas non. Hein. Si je peux utiliser mes analyses à 2 balles, moi ça me plaît. We love. Et on va pas tarder à passer au blind test que Hugo nous a préparé, mais juste avant, du coup, on va écouter la fameuse musique Corée de Jessie Joy. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, même si Adèle a pu déjà nous introduire la chose? Jessie Joyce, Corre, c'est le morceau, en fait, c'est le anthem triste de ma jeunesse. Et c'est le genre d'artiste que j'ai envie d'être aujourd'hui, mais beaucoup plus moderne. Donc, toute cette chanson-là, je l'écoutais tout le temps quand j'étais jeune, ça passait à la télé. Donc, c'est ma manière de me dire, les chansons tristes peuvent toujours être mainstream. Donc, du coup, comme tu disais, ça fait des milliards de vues et j'espère un jour que ma musique puisse aussi être comme Corre. On écoute tout de suite ça. La playlist des invités. Diferente, me abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Libreto de siempre tan predecible, ya me lo sé. Así que corre, 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 corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás.
Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Ya viví esta escena y con mucha pena te digo no, conmigo no. Vi lo que podía, pero a media puerta se quedó mi corazón. Tú, libreto de siempre tan repetido, ya no te queda bien. Así que corre, 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 corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya, que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. El perro de siempre, los mismos trucos, ya me lo sé. Así que corre, 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 corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya, que mis lágrimas jamás te voy a dar. Han sido tantas despedidas que en verdad dedicarte un verso más está de más. Así que corre como siempre, que doy detrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Lo has hecho ya, pero al final me da igual. C'était Corée de Jessie Joy. Oula, je vais la reprendre. C'était Corée de Jess Joy. Je suis toujours en compagnie de Yadam, Jean-Michel et Ariane et c'est maintenant le moment du blind test. Donc on va l'écourter un peu parce qu'on est pressé, mais les règles sont simples. Il y a 2 points par musique, un pour le titre, un second pour l'artiste. Celui ou celle qui remporte le plus de points gagne la manche. Aujourd'hui, on a pris un thème. Comme Yadam, il t'arrive très souvent de chanter en espagnol, on va écouter des chansons en espagnol. Ça va être très mainstream. Non mais ça va être très mainstream parce qu'on s'y connaît pas énormément, c'est des classiques. Tout le monde a sa chance. Ricky Martin. Je vais déjà venir. On écoute la première musique. Je crois que même moi je sais pas laquelle c'est celle que j'ai. Rosalía, la fama con The Weeknd. Ça fait 2 points pour toi, Yadam.
J'adore cette musique. Ouais, moi aussi. J'adore cette meuf, elle est incroyable. Elle est incroyable. Et ben ça fait 2 points du coup pour Yadam, comme je disais juste avant. On va écouter tout de suite la deuxième musique pour vous laisser une chance, Ariane et Jean-Michel. Obsession. Ouais. Oh la vache. Et c'est qui Oui, c'est Attends-toi. Adele. Mais ça, je le savais déjà. Romeo Ça- Santos. Non, c'est Aventura. Mais je l'ai dit avant. T'as été très très vive sur celui-ci, Ariane. Non, mais. Tu l'as saigné au lycée, toi aussi. Ouais, oui. C'est C'est toute mon dingue. époque. Guilty Non, par contre, c'est pleasure. vraiment toute mon époque. Moi, elle passe en boucle en soirée, en seconde. Bah oui, moi genre. aussi. Enfin, moi, c'était au collège, mais. C'est parce que t'es vieille. Ça. Je suis. Donc ça fait 1 point pour Ariane, un autre point pour Yadam qui est à 3 points. Jean-Michel est à la ramasse, mais peut-être que t'arriveras à C'est te normal. rattraper Non, mais avec la j'assume prochaine. complètement. Más baby, con calma. Ouais. Con calma de. Daddy Yankee. Oui. Ah, Non. Daddy Yankee. Ouais, Daddy Yankee. Daddy Yankee et Katy Perry. Il y a le remix avec Katy Perry. Ah ouais, là j'ai Fit Snow, je ne sais pas qui est ce Snow, gars. c'est le mec qui avait chanté Informer, sur lequel la chanson est samplée. Ah. Informer. Ça passe en boucle en boîte. Oui. Genre en 2000. En 2020. gros, c'est une sample. Je savais pas. Snow, ouais. Les latinos, en fait, on copie-colle. Du coup, Con Calma, c'était toi et Adam, donc ça fait 4 points. Daddy Yankee, c'était qui? C'était moi. Jean-Michel, tout sauve Franchement, l'honneur. je sais pas d'où je l'ai sorti. Et on va écouter la dernière musique. Kali Uchis, télépathia. Hey, nice choice. C'est Hugo qui a choisi les musiques. Ah non, il s'appelle Hugo. Yes. Dédicace mon ex. Let's go. Des bons souvenirs. Du coup, La ça fait note. 6 points pour Yadam. Et 1 point chacun. Voilà, vous sauvez C'est pas grave. l'honneur. Caliuchis. Trop beau. Bon, c'était un peu donné, c'était tout en espagnol. Mais ouais. On fait la même en français avec des tubes de mon époque. Oui, bon, là, on est mort. On est cuit. Ouais. Bon bah on termine sur cette musique que tu as l'air de plutôt apprécier Oui. en tout cas. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Merci pour l'invitation. Merci Adam, merci Jean-Michel, merci Adèle et merci Ariane que j'ai complètement oublié dans mes remerciements. Désolée. Et merci à Je suis toute transparente, l'équipe. merci. Merci à toi aussi. C'était un super moment. Oula, j'ai perdu ma ligne. On va reprendre et couper ça. C'était un super moment. Point. Voilà, N'hésitez allez. pas à retrouver tous nos podcasts sur Postify. Oula, je vais encore la faire. Postify, why not? C'était un super moment. N'hésitez pas à retrouver tous nos podcasts sur Spotify et sur le site web Ugop Radio. C'était un plaisir de vous recevoir et on se quitte sur la dernière partie du live de Yadam. Quelle musique tu vas nous interpréter? Tu pourras nous dire ça quand tu seras derrière ton micro. Je viens vous chanter Otras Mujeres, du coup la première chanson de Bel Amor, et celle qui est plus bougie, comment on dit, qui bouge le plus en Ok. espagnol. On écoute ça. Let's go. Deseas mi piel y mis labios. Yo también te tengo el corazón apartado. Yo sé que te tengo bien enganchado. Tú te juras que esto no era ningún lado. Si te sientas al lado de mí, no me toques, que yo sé que tú andas buscando de mí, pero en otras mujeres. A ver si encuentras, a ver si ellos sí te quieren. Anda buscando de mí, pero en otras mujeres. A ver si encuentras, a ver si ellos sí te quieren. Otra vez aquí en tu cuarto sagrado, con tu collar apreciado,
Ya entendí pa' qué estoy aquí. Pensaba que te tenía enganchado, pero tú solo quieres un olvidado. No te sientes al lado de mí, no estaba lista para lo que te ofrecí. Anda buscando de mí, pero en otras mujeres. A ver si encuentras, a ver si ellas sí te quieren. Anda buscando de mí, pero en otras mujeres. A ver si encuentras, a ver si ellas sí te quieren. A ver si ellas sí te aman y quieren morir junto a ti. A ver si ellas se entregarían con toda su alma para hacerte feliz. A ver si ellas sí conocen la ropa que debí usar. A ver si ellas sí merecen tenerte por ser quien te debe gustar. A ver si ellas sí merecen tenerte por ser quien te debe gustar. Anda buscando de mí, pero en otras mujeres. A ver si encuentras, a ver si ellos sí te quieren. Anda buscando de mí, pero en otras mujeres. A ver si encuentras, a ver si ellas sí te quieren. A ver si ellos sí te quieren. A ver si encuentras, a ver si ellos sí te quieren. Anda buscando de mí, pero en otras mujeres. A ver si encuentras, a ver si ellos sí te quieren. Merci. Turn on your Walkman.